Oui, tout à fait. D'abord, en parlant de la télévision, vous l'avez dit, ce projet est financé par la BPI, la Banque publique d'investissement de France, avec la BIDC, qui est la banque de la CEDEAO. Mais surtout aussi avec une subvention, quand même, il faut le dire, du Trésor français. Donc, c'est un financement à bon prix, si je peux dire, un financement à taux réduit. Et donc, il faut remercier les différents partenaires et le gouvernement français ici aussi. Donc, ça, c'est d'une part. Mais comme vous dites, le mois de mars, c'est un mois qui a eu beaucoup, qui annonce de très bonnes nouvelles. Alors, le dernier qui n'était pas encore là et que vous nous attendions beaucoup est là, c'est la Banque mondiale. Elle est revenue pour compléter la liste des autres. Donc, tout le monde est là, elle revient. Donc, elle revient avec 700 millions de dollars sur les 1 milliard qui était prévu. Donc, le FMI est là aussi. Le FMI est venu avec une contribution en DTS, comme vous le savez, une contribution qui fait aujourd'hui 284 millions de dollars. Et cela nous permet donc de souffler un peu au niveau de l'économie nationale et surtout de financer les urgences et nos infrastructures. Évidemment, Monsieur le Premier, c'est une autre bonne nouvelle. Parlez-nous du contrat en fourniture d'électricité que vient de signer EDG avec KPS. Mais comme vous savez, depuis 2 ans, la Guinée avait dû faire recours à un bateau pour suppléer le manque d'énergie à Conakry. Et ce bateau, ce contrat arrivait à terme donc en fin février et nous avons réussi en négociant, je dirais, de façon très courtoise avec nos partenaires à gagner environ 14 millions de dollars d'économie sur le nouveau contrat. Donc nous repoussons encore ce contrat pour 1 an, juste pour nous donner le temps de finir Garafiri. Vous savez, Garafiri doit être réparé. Il y a 2 turbines, je crois, une turbine ou 2 turbines qu'il faut remettre en marche. Donkea ne marche pas du tout. Donc il faut faire marcher Donkea. Et il y a d'autres centrales, nos centrales à nous à Tombo qu'il faut mettre à jour. Et aussi, cela nous permettra en fait de terminer la ligne et les transfos qui arrivent de nos nouveaux barrages hydroélectriques et pour permettre de couvrir Conakry entièrement. Donc 1 an de plus, mais 14 millions de dollars d'économie, je pense que ça valait la peine. La reprise de la coopération avec les bailleurs de fonds intervient à une période de flambée de prix de denrées alimentaires. Que fait votre gouvernement pour maîtriser ces prix? Nous savons que c'est vraiment une crise mondiale, Monsieur le Président. Tout à fait, une crise mondiale qui a été provoquée d'abord par la pandémie du Covid. Ça, c'est la première des raisons, mais aujourd'hui, elle s'accélère avec la situation en Ukraine. Et le prix du baril est passé pratiquement à 140 $. Vous compreniez bien que c'est difficile, alors que nous, par exemple en Guinée, le calcul que nous avons fait pour un équilibre, il est à 129 $. Donc, c'est très difficile. Pour être honnête avec les Guinéens transparents, sur chaque litre que vous dépensez, le gouvernement a oublié de payer 2700 francs guinéens. Vous payez 10 000 francs, le gouvernement paye 2700 francs guinéens. C'est ça la réalité. Donc, nous travaillons pour essayer de coller les bouts, comme on dit. Nous travaillons pour faire en sorte que les populations aient des denrées à bon marché, bien qu'ils arrivent déjà chers sur Conakry. L'État serre la ceinture au maximum, se prive des revenus qu'il pourrait avoir, simplement pour que les populations puissent marcher. Et l'État parle avec les acteurs. Le président de la République, comme vous le savez, le colonel Mamadi Doumbouya a reçu tous les hommes d'affaires, particulièrement les importateurs et les producteurs, avec qui il a échangé, et tous se sont engagés à nous aider, surtout pendant cette période de carême et pour les chrétiens, et très bientôt de Ramadan, faire en sorte qu'il y ait de la disponibilité, mais aussi qu'il y ait de l'accessibilité par rapport au prix. Malgré cette situation difficile, le gouvernement concentre également ses efforts dans le secteur des infrastructures et celui de la fourniture des services sociaux de base. La construction et la rénovation des routes se poursuivent. On constate également la construction des nouveaux hôpitaux et la rénovation d'autres infrastructures. Ça veut dire que la Guinée bouge, Monsieur le Premier ministre. Beaucoup de travail. Le colonel nous fait marcher à son rythme. Et vous avez vu son rythme. Ce n'est pas un rythme seulement militaire, mais c'est un rythme de force spéciale. Donc, le gouvernement marche et court, ça c'est sûr. Et oui, vous avez vu, les routes s'améliorent, le travail se fait. La nationale Koya Dabola,
Le travail se fait sur cette nationale-là 24 heures sur 24. Allez voir. Dans les autres bretelles, ça avance. Au moment où je vous parle, de Conakry. Absolument, vous avez vu les lumières. Conakry, autre chose. Depuis quand n'avez-vous vu des lumières dans les rues de Conakry? Ça, c'est le colonel. C'était sa volonté. Et certains d'entre nous n'y croyaient pas, je vous dis sincèrement. Et voilà, nous y sommes. Parce qu'il pousse, il pousse, il pousse. Et quand vous allez à l'intérieur, actuellement, au moment où je vous parle, le ministre des Infrastructures et des Transports se trouve à l'intérieur parce qu'il veut suivre personnellement les travaux. Il ne s'agit pas seulement de Conakry, il y a aussi l'ensemble de notre territoire et le travail se fait partout. La Guinée donc avance, la Guinée progresse. Lors de la célébration d'ailleurs de la journée internationale des droits des femmes au Palais du Peuple, c'est une autre bonne nouvelle qu'on annonce, monsieur le Premier ministre, le président de la transition, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé des subventions à 300 groupements de femmes. Comment cet appui va se concrétiser sur le terrain? Le souci du président a toujours été de faire en sorte que l'aide serve réellement, que ce ne soit pas une aide perdue. Il s'agit d'aider les femmes à s'aider elles-mêmes, autrement dit, appuyer des activités productives. Bon, nous travaillons actuellement sur les critères du choix de ces 300 groupements. Il y a beaucoup plus de groupements en Guinée, mais il faut commencer quelque part. Et le président de la transition a décidé qu'on commence avec 300 par rapport aux moyens que nous avons, mais il faut le montrer, c'est un symbole, c'est nécessaire ce jour-là, que les femmes sont importantes chez nous, parce qu'elles représentent d'abord la majorité, et en plus parce qu'on sait aujourd'hui qu'aider les femmes, c'est réellement aider le pays, parce que c'est aider les enfants et c'est aider les pères. Certainement, la subvention va continuer. Ça va s'élargir à d'autres groupements de femmes. Le dernier Conseil des ministres a décidé de l'arrêt de toute activité sur le Simandou. La Guinée veut-elle revoir les contrats, monsieur le Premier ministre? Non, pas du tout. La Guinée ne veut pas revoir les contrats ni les conventions. La Guinée souhaite un co-développement réel de ce projet. Vous comprenez bien, je le répète, vous comprenez bien qu'il s'agit du plus grand projet des 30 prochaines années dans le monde, du plus grand projet minier des 30 prochaines années dans le monde. C'est très important. Oui. Ce projet ne peut pas se faire sans la Guinée. Absolument. Donc, nous essayons de faire en sorte de pouvoir travailler avec ces compagnies, qui sont des compagnies qui sont présentes en Guinée depuis assez longtemps et qui ont été des partenaires. Nous voulons simplement faire une petite pause, s'entendre sur un certain nombre de choses pour que le projet puisse être au service de tous les partenaires. C'est une sorte de renégociation ou c'est pas? Non, ce n'est pas une renégociation, c'est juste une réorganisation de la façon de travailler. Comme je dis encore une fois, co-développement, co-association pour le bien de tous les partenaires, mais surtout la Guinée aussi. Sur le plan politique, 3 points dominent l'actualité. La guerre en Ukraine, où nous avons nos compatriotes, la demande de dialogue politique interne et le chronogramme de la transition attendue par la CEDEAO. Votre réaction? La guerre de l'Ukraine, oui, elle est en train d'impacter le monde entier. La première chose qui a été faite par notre gouvernement, c'est de mettre en place une cellule de crise au niveau du ministère des Affaires étrangères pour prendre en charge nos compatriotes qui sont là-bas. Comme vous savez, beaucoup partent de l'Ukraine et il faut les aider. Et le colonel a eu la gentillesse et la grâce de mettre à la disposition des ressources. Je crois que c'est la première fois que nos compatriotes sont aidés immédiatement en temps de détresse. Ils ont été, des ressources ont été mises à leur disposition. Ils ont chacun obtenu de l'argent, parce qu'il faut le dire, afin de s'aider. Par rapport à nos moyens, nous n'avons pas grand-chose, mais le colonel a voulu montrer que nous partageons ce que nous avons avec tous nos compatriotes partout où ils sont. Ça, c'est du côté de l'Ukraine. Bien sûr, il faut gérer la partie économique et financière. Nous en avons parlé tout à l'heure, l'impact sur notre économie, l'impact sur le coût de pétrole, l'impact sur l'alimentation. De l'autre côté, le dialogue politique. Le dialogue politique. Vous avez posé la question du dialogue politique. Oui, écoutez, le colonel a toujours dit, il faut que nous nous rassemblions, il faut que nous nous unissions, il faut que nous arrivions à pardonner et à avancer. Nous ne pouvons pas continuer simplement de cette façon-là sans nous parler. Alors, il s'agit maintenant de passer à l'acte.
Il avait promis en décembre l'organisation d'assises. Il a annoncé avant-hier que ces assises commenceront le 22 mars. Nous travaillons dur. Je peux vous assurer que nous avons passé la première partie du week-end à travailler pour préparer ces assises. Parce que le 22 mars, c'est à la fin de la semaine, pratiquement. Mais c'est son rythme. C'est comme ça qu'il veut que ça se passe. Mais nous essayons de répondre. J'espère que cela se passera bien. Je profite de cette occasion vraiment pour dire aux Guinéens que c'est une opportunité de se parler, de s'écouter surtout et de s'entendre sur ce que nous voulons que notre pays devienne demain. Jusqu'à présent, ça a été difficile, très difficile. C'est une opportunité unique. Il faut que nous la saisissions. Il faut que nous reconstruisions tous ensemble, dans l'empathie, dans la fraternité. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes seuls, nous sommes tous dans le même pays, dans les mêmes frontières. À l'extérieur, quand on prend votre passeport, on ne regarde pas votre ethnie, on regarde d'où vous venez. Je crois que cet esprit-là, c'est celui-là que nous devons cultiver. C'est une occasion, et vraiment, je lance un appel. Je sais ce que le colonel a à cœur. Il veut faire en sorte que vraiment les Guinéens se parlent, qu'ils s'approchent, qu'ils puissent surtout se comprendre, pardonner et avancer. J'espère que ce sera l'occasion. En tout cas, nous ferons en sorte que l'objectif soit atteint, que tous les Guinéens soient satisfaits. Les messages tomberont certainement dans des bonnes oreilles. Un mot pour les victimes de Concitel. Eh oui, le drame. Vous avez vu, je ne savais pas ce que ça voulait dire la ruée vers l'or. Mais Concitel, c'est ça la ruée vers l'or. La population de Gao est passée de 30 millions d'habitants à 300 millions d'habitants en moins d'un an. Imaginez-vous, c'est ingérable n'importe où. Nous avons envoyé plusieurs missions conjointes du ministère des Mines, du ministère de l'Environnement, de l'administration du territoire et de la sécurité pour essayer de canaliser un peu ce qui se passait là-bas. Mais comme je vous dis, une multiplication par 10 de la population, ce n'est pas facile, c'est difficile. Nous avons encore renvoyé de nouvelles missions. Au moment où je vous parle, le ministre de l'Aménagement du Territoire est là-bas, avec les experts du ministère des Mines et du ministère de l'Environnement, pour essayer de réorganiser l'exploitation de ces mines, parce qu'on ne peut pas les chasser du jour au lendemain. De toutes les façons, il y a de l'or partout. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de créer des couloirs, c'est de créer des conditions, c'est d'organiser, c'est d'affecter des parcelles, faire en sorte qu'il y ait une structure, une démarche et un système pour que les gens puissent travailler, gagner ce qu'ils doivent gagner, mais sans plus de risques. Nous regrettons tous les morts. Nous avons essayé d'apporter l'appui nécessaire, encore une fois par rapport à nos moyens, et nous espérons que ce type d'accident n'arrivera plus. En tout cas, nous ferons ce que nous pouvons pour faire en sorte que l'ordre y règne. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous avez un message particulier qui vous tient à cœur? Écoutez, on dit souvent que je ne parle pas. Ce que je veux dire aux Guinéens, c'est que ce n'est pas le moment de parler pour le Premier ministre. C'est le moment de travailler. Ce n'est pas le moment de parler pour le gouvernement. C'est le moment de travailler. Mais il faut qu'on sache une chose. Vous savez, il faut gouverner par les actes et non par les discours. Exactement. Le Premier ministre ne va pas seul construire ce pays. Les ministres ne vont pas seuls construire ce pays. Il faut que les Guinéens se mettent au travail, tous ensemble. Il faut que nous croyions en nous-mêmes. Il faut que nous croyions à notre force et à notre avenir. La Guinée est un pays qui compte. Je le répète et je le dis. Nous sommes les premiers producteurs de bauxite du monde aujourd'hui. Donc le prix de la bauxite passe par la Guinée. Et nous devons avoir un mot à dire et ça doit